Aujourd'hui encore, nous avons du mal à réaliser ce que nous avons vu ce jour-là. Assis dans cette barque, en compagnie de Maman le pêcheur, nous avons flotté des heures sur ce tapis d'ordures. Avec la chaleur et l'humidité, l'odeur est pestilentielle. Il y a quelques mois, Maman a entrepris une reconversion impensable. Aujourd'hui, il ne pêche plus de poissons, mais du plastique. Avant, il y avait beaucoup de poissons et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poissons du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle. Sans aucune protection, toute la journée, il plonge ses mains dans ce bouillon de pollution. Ces petites bulles qui apparaissent à la surface, c'est la putréfaction des ordures. Avant, tout le monde nageait ici. Je me souviens en sauter de ce pont. Maintenant, plus personne ne nage à cause de la boue. Et puis des ordures, évidemment. Maintenant, je suis immunisé. Mais comment dire ? Ma peau est très sèche et ça me gratte. Ça me fait des marques. Pour survivre, au pays du Chitarum, les habitants ont appris à s'adapter à la pollution et aux caprices de la rivière. Chaque jour, Maman doit trouver de quoi nourrir ses 4 enfants. Comme au temps du poisson, il remonte le fruit de sa pêche à son village qui surplombe le fleuve. Ici, le prix du plastique ne se négocie pas. C'est 10 centimes d'euros le kilo. J'ai ramassé ça en 2 heures. C'est une bonne pêche ? Ouais, d'habitude c'est mieux quand c'est marée haute. Mais en ce moment c'est marée basse. Et d'habitude c'est combien ? 30-40 kilos. Ce matin, il a récolté 12 kilos. Il a gagné 1,10 €. Madame, ça ne me suffit pas. Il vous faudrait combien ? J'ai besoin d'au moins 3 € par jour pour vivre. L'acheteur, c'est le père de Maman. Dans le village, tout le monde l'appelle Abba. Ce commerçant de fruits et légumes s'est improvisé il y a 1 an, grossiste en plastique. Maman vient d'apporter 12 kilos. Mais ces sacs contiennent en général 8 à 10 kilos de plastique pour le recyclage. Avant d'être recyclés, ces sacs passeront entre les mains de dizaines d'intermédiaires. Ces poubelles font vivre des centaines de familles. Je suis ravi, car d'un côté, je continue mon commerce de légumes au marché, et de l'autre, grâce au fleuve, j'ai aussi le plastique maintenant. En fait, j'ai 2 boulots, 2 métiers, et du coup, je gagne le double grâce à la pollution. La pollution serait-elle une aubaine ? Le Chitarum, long de 300 km, étouffe sous ses déchets. C'est l'un des 10 endroits les plus pollués de la planète. Comment ce fleuve, autrefois admiré de tous, a-t-il pu en arriver là ? Chaque année, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux viennent s'installer sur ces berges avec un espoir, trouver du travail. Comment vivent-ils parmi les rats, les déchets et les eaux empoisonnées ? Au fil de l'eau, sur notre embarcation, nous sommes partis à la découverte du Chitarum, pour le meilleur et pour le pire. À l'origine, il y a la source. Elle se situe au cœur de l'île de Java, au mont Wayang, une terre de prière. La légende veut que pour être belles, les princesses du royaume venaient s'immerger ici dans les eaux cristallines du Chitarum.
La source est un lieu sacré. Au bout de ce chemin, un bouillonnement qui sort de terre comme un miracle. Tous les jours, Atep, le gardien, récite des prières à sa gloire. Une charge qu'il a héritée de ses ancêtres. Ici, c'est un endroit sacré. C'est là que prend vie la rivière Citarum. Nous prions donc Dieu, le Créateur, pour qu'il nous accorde sa grâce. Tous les visiteurs doivent se joindre à mes prières. Et donc ici, elle n'est pas polluée alors l'eau? Polluée par quoi? Ici, c'est la source. Comment voulez-vous qu'elle soit polluée? Elle sort des entrailles de la terre. Et moi, je suis le gardien de cette source. Je suis responsable de sa pureté. En javanais, Citarum signifie eau, couleur indigo. Avant, le fleuve était bleu tant il était pur. Aujourd'hui, il suffit de parcourir 5 km pour constater les premières traces de pollution. Pourtant, le Citarum attire comme un aimant. 15 millions de personnes s'agglutinent sur ses berges. Il y a ceux qui se baignent, font leur lessive, travaillent comme ces pêcheurs de sable. Et puis, il y a les autres. À la nuit tombée, nous arrivons dans le village de Maman, le pêcheur. Il est 4h30. Au puits du village, sa femme Anna est déjà au travail. Cette eau, je l'utilise pour boire et cuire mon riz. Elle est propre. On ne peut pas tomber malade avec cette eau. On ne peut pas tomber malade. Non. En revanche, pour la vaisselle et pour se laver, je vais chercher l'eau dans un autre puits. Cette eau qui ne rend pas malade est précieuse parce qu'elle est rare. Le puits se vide à l'arrivée de la saison sèche. Pour la vaisselle, la lessive, Anna doit se rendre à l'autre bout du village, dans la maison de sa belle-sœur. Dans ce puits, l'eau empoisonnée du Citarum s'infiltre. Parfois ici, l'eau sent très mauvais. Quand il pleut, l'odeur est très forte. Ça pue. Dans ce cas, on ne peut même pas l'utiliser pour faire la cuisine, même si on la fait bouillir. Ça arrive surtout pendant la saison des pluies. Anna doit remplir une vingtaine de seaux pour elle et sa famille. La corvée d'eau l'occupe 4 heures par jour. Désolée, mais là je vais me laver et après je dois faire ma prière. Ces dernières années, le village de Maman et Anna a vu sa population doubler. Ses enfants, ses hommes et ses femmes viennent de toute l'île de Java. Ils espèrent trouver une vie meilleure. Tous travaillent dans le recyclage du plastique ou le petit commerce. Au mieux, la pollution les fait vivre. Au pire, elle leur offre un complément de revenus. Dans sa cuisine, Anna prépare son tempeh, une préparation à base de soja. Depuis quelques semaines, sa fille Rihanna ne quitte plus ses bras. Elle a 7 ans. Elle est très malade. Ça fait 3 fois qu'on va chez le médecin. Elle a un problème d'estomac, ça ressemble au typhus. Le médecin a dit que c'est à cause des glaçons de la glacière qu'elle suce. Il ne faut pas, mais elle aime ça parce que c'est rafraîchissant. Rihanna a le typhus ou la typhoïde. Anna ne sait pas très bien. Le typhus s'attrape par les rats, la typhoïde par les os gorgés de métaux lourds. La fillette ne mange plus
elle a de très fortes fièvres. Le soir, quand la fièvre monte, je lui mets des compresses d'eau fraîche avec de l'eau que je fais bouillir. Et avec l'eau chaude, je lui applique des compresses sur le ventre, comme ça elle peut s'endormir. Dans la famille, tout le monde a eu le typhus. Ici, pas d'antibiotiques ni de vaccins. Ça, c'est du paracétamol que le médecin m'a donné. Et moi, j'ai acheté ça en plus. C'est à base de vers de terre. Mais ça a bon goût. Un goût d'orange. Quand c'est pas sucré et que le médicament est amer, elle ne le prend pas. Ce médicament, à base de boyaux de vers de terre, lui a été conseillé par cette femme. Au village, elle fait office de médecin. En réalité, elle est herboriste. Ta fille est malade? Ouais. Tu me donnes celui qui a le goût de raisin? Il faut que tu achètes la préparation à base de vers de terre. Elle en veut pas. Ben oui, sinon elle peut aussi prendre du curcuma. C'est comme des antibiotiques. Pour chaque malade, c'est préparation à base de plantes et de racines. En attendant de savoir si Rihanna réussira à guérir grâce au conseil de l'herboriste, nous décidons de nous rendre à Majalaya, une ville à 20 km en aval. Une équipe médicale, avec des médecins et infirmières diplômés, tient une permanence. C'est un événement. Leur venue a été annoncée il y a 3 semaines. Dans cette petite salle des fêtes, les consultations sont sommaires. Sur la table, quelques médicaments, surtout du paracétamol et des vitamines. Les symptômes observés sont toujours les mêmes, des démangeaisons, de la fièvre et des diarrhées. C'est le cas de cet enfant malade depuis plusieurs jours. Vous êtes inquiète? Oui, il vomit. J'ai peur qu'il se déshydrate. En fait, c'est peut-être parce que j'ai fait une soupe de tofu et de noix de coco. Hello, elle vient d'où? Du puits. Mais tu sais, même l'eau que tu achètes, il faut la faire bouillir pendant au moins 15 minutes. Et pour le linge, pas de bassine. Il y a des dépôts, il faut faire couler l'eau sur la lessive, ok? Très bien. Sans eau courante, il semble impossible de respecter toutes ces consignes. Plus que des soins, les équipes médicales prodiguent des conseils. Leur objectif, la prévention. Face au dispensaire, Ibu Eli tient une petite échoppe. C'est aussi la chef du quartier, une élue, mais sans aucun pouvoir de décision. En tant que chef du village, je dois contrôler les habitants et voir si tout va bien. Alors que nous suivons Ibu Eli sur les berges dans le village, une femme va faire ce qu'elle fait tous les jours. Jeter ses ordures dans le fleuve. Avant, il y avait beaucoup de poubelles ici, mais la rivière a tout emporté. Il y avait aussi du sable, et en mettant nos ordures ici, ça empêche l'eau de monter pour les inondations. Regarde là, par exemple, j'ai mis mon matelas, et ça reste. L'eau ne l'emporte pas. Les habitants croient que les ordures empêchent les inondations, mais c'est pas vrai. Normalement, ils devraient brûler leurs déchets. Rares sont ceux qui les brûlent. Sans ramassage d'ordures, le Chitarum s'est transformé en une décharge pour les 15 millions de personnes qui vivent aux abords. Devant nous, Ibu Eli n'essaiera pas de convaincre cette femme qu'elle se trompe. Comme tant d'autres, elle est convaincue que seul un mur de poubelle peut empêcher l'eau d'arriver jusque chez elle. Vous voyez, l'eau, elle peut monter jusque-là. Jusque-là, oui. Quand le Chitarum déborde, il charrie avec lui toutes ces ordures dont il faut ensuite se débarrasser ou qu'il faut recycler. Comme dans le village de Maman, les habitants ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Ça, c'est pour manger. Ça fait partie des avantages des poubelles du Chitarum. Quand on les ramasse,
Ça nous permet de manger. On gagne 25 centimes d'euros par kilo. Ça vaut le coup. Mais vous pêchez pas? Mais non, ça n'existe plus. Il n'y a plus de poissons maintenant. Il y a trop de poubelles. Et puis il y a aussi les usines. Ça vient de partout. L'une des raisons de la disparition des poissons serait la présence de ces usines qui entourent le village. Majalaya est le berceau de l'industrie textile en Indonésie. Lui, il travaille dans le textile. Lui aussi. Là aussi, cette maison aussi. Sur les 321 familles qui habitent le quartier, seules quelques-unes ne travaillent pas dans les usines. Ces ouvriers gagnent 80 € par mois et le travail ne manque pas, pour l'instant. Une industrie textile qui nourrit mais qui peut-être empoisonne aussi. Il suffit de regarder le fleuve en fin d'après-midi. Vous voyez, ça ce sont les rejets de l'usine. Vous voyez tout ce qui est blanc là? Ça part là-bas. Ces détergents et cette couleur rouge due à la teinture utilisée aujourd'hui par l'usine. Le Citarum est aussi surnommé l'eau aux 1000 couleurs. Comme vous travaillez là-bas, c'est aussi un peu vous qui polluez? Oui, c'est vrai. Mais on est obligé de travailler. Sinon, on vit de quoi? Au gré des usines, les couleurs changent. Cette pollution est plus dangereuse encore que celle liée aux déchets. Nous voulions interroger un ouvrier pour comprendre comment ces usines procèdent. Tous ont refusé. Personne ne veut prendre le risque de critiquer ceux qui les nourrissent. Nous avons convaincu la plus grande entreprise textile de la région de nous ouvrir ses portes. 35 000 ouvriers travaillent sur ce site. 40% de la production est destinée à l'exportation. Parmi leurs clients, des grandes marques comme H&M, C&A et Adidas. En France, Carrefour, Auchan, Gosport. C'est le petit-fils du patron, Andy, qui nous reçoit. Il a 23 ans. L'usine est moderne, avec des machines dernier cri. Mais qu'en est-il des déchets? Toute l'eau de l'usine est recyclée? Une partie, oui. Et l'autre partie? L'autre partie est traitée et ensuite rejetée dans l'environnement. Vous rejetez? Oui. Mais c'est de l'eau propre? Oui, c'est de l'eau traitée. Parce que pour vous, c'est très important. Bien sûr, nos acheteurs sont sensibles à ça. Ah oui? Oui, nous suivons les normes européennes. Parce que nos clients veulent voir les tests pour s'assurer que tout est correct. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Au début, c'est un peu compliqué, mais finalement, ça nous aide à nous améliorer. Ce n'est pas par conscience écologique que l'usine respecterait l'environnement, mais grâce à la pression des grandes marques. L'eau rejetée serait propre. La preuve, le patron est même prêt à la boire. Les eaux usées de Caratex sont-elles systématiquement recyclées avant d'être rejetées dans le Citarum? Le lendemain matin, derrière l'usine, nous avons rendez-vous avec cet homme, un militant écologiste. Adi est en guerre contre les usines textiles qui polluent le fleuve et contre Caratex en particulier. Ça, ce sont les déchets de Caratex. Juste derrière, là-bas, il y a un grand bassin qui récolte toutes les eaux sales de l'usine. Et ensuite, il déverse ici. Vous voyez, c'est ça la vérité. Quand Caratex dit on ne rejette que de l'eau propre dans la rivière, il mente? Oui, c'est clair. Voilà le résultat de Caratex. Sur les 22 usines présentes ici, Caratex est responsable de 32% de la pollution du Citarum. On a fait notre enquête. Chaque jour, l'usine déverse 20 000 mètres cubes d'eau sale. Et ces eaux se retrouvent dans tout le Citarum. 715 hectares de rizières sont totalement pollués ici.
4 villages entiers sont concernés. Adi et ses amis écologistes ont décidé chaque mois d'analyser les eaux du Chitarum. Ces analyses, les voici. Elles sont certifiées par 3 laboratoires indépendants. Les résultats sont sans appel. On y trouve du plomb, des métaux lourds, des détergents et de fortes quantités de nitrates. Ce fleuve, c'est une bombe qui peut exploser à tout moment. Tous les habitants de la région sont concernés. Tout le monde va tomber malade à cause des produits chimiques présents dans l'eau. Retraiter les eaux coûte cher, trop cher pour les usines textiles. Elles subissent déjà de plein fouet la concurrence du Bangladesh. Entre pollution et emploi, le gouvernement indonésien a choisi. Mais à quel prix? Les rizières des villages qui seraient contaminés par Caratex sont moribondes. Adi, le militant, nous présente son ami Ujang. Il vit ici depuis toujours. Il est agriculteur, ou plutôt, il l'était. Les rejets de l'usine textile ont eu raison de ces rizières. Ça pue. C'est quoi ça? Ça, ce sont les déchets qu'on a vus tout à l'heure de Caratex. Ils s'écoulent jusqu'ici. Et ça reste. L'odeur est très très forte. Mais c'est noir? Oui, c'est tout noir. Regardez en surface. Et ça va jusqu'à 1 mètre de profondeur. Avant, il y avait des poissons rouges ici. Mais ils sont tous morts. Aujourd'hui, ces rizières ressemblent à des marécages saturés de pétrole. Ujang est désormais obligé d'acheter son riz et même son eau. Les 500 puits autour de l'usine sont tous contaminés. Chaque famille doit acheter 24 litres d'eau par jour. Donc par mois, ça fait... Combien ça fait? Ça fait 40 €. C'est cher? Ah oui, c'est très cher. 40 € par mois, c'est la moitié d'un SMIC. Face au puits, un vieil agriculteur, il a 81 ans, dont 70 passés dans les rizières. Il ne peut plus marcher, sa jambe a doublé de volume. Ça gonfle. Quand vous allez dans la rizière, ça gonfle? Oui, ça gonfle tout de suite. Il y en a beaucoup des malades comme lui? Oui, il y en a beaucoup, mais ils ne veulent pas se montrer. Mais pourquoi ils ne veulent pas se montrer? Parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas accuser sans preuve. Les médecins n'osent rien dire. Nous, on pense d'ailleurs que les médecins sont de connivence avec les patrons d'usine. Car en fait, les médecins disent que ces maladies sont dues à la toxicité et à la pollution des rizières. Mais jamais ils ne vont chercher à savoir qui pollue ces rizières et pourquoi. À ce jour, aucun directeur d'usine n'a été condamné pour avoir rejeté ces déchets. Avant de quitter le Chitarum, nous voulions prendre des nouvelles de Rihanna, la fille du pêcheur de plastique. Elle est toujours malade. Les boyaux de vers de terre n'ont visiblement pas produit leur effet. Nous avons une dernière question à poser à cette famille que la pollution a déjà atteint dans sa chair. Préfère-t-il le Chitarum avant ou maintenant? Maintenant. Avant, on ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui, grâce à la pollution du fleuve, on vit mieux. Pas beaucoup mieux, juste suffisamment pour donner à manger à nos enfants. Je préfère maintenant, parce que j'ai du travail et de l'argent. Ces familles ne réalisent pas que leur fleuve est à l'agonie. Elles vivent au jour le jour. Elles n'ont ni le temps, ni les moyens de penser au lendemain. Au pays du Chitarum, l'écologie est un luxe.